Cette présentation du rapport d'orientation budgétaire s'inscrit dans un contexte particulier. Il n'aura échappé à personne que le 15 du mois prochain se tiendra le premier tour des élections municipales. Nous avons décidé de construire une maquette technique du budget 2026, même si celle-ci sera votée par la nouvelle majorité municipale issue des urnes. Évacuons d'emblée la question de la légalité de notre décision. Consultée, la préfecture a validé le respect de la loi de ce calendrier. Ce qui a guidé notre choix, c'est la continuité du service public communal, mais aussi de permettre aux futurs élus de prendre leurs fonctions sereinement, de s'approprier les dossiers de leur délégation, de prendre leur marque en ayant à leur disposition un outil technique déjà prêt. De plus, ce débat d'orientation budgétaire permettra très certainement au groupe de notre Assemblée de faire un bilan des grandes orientations de ce mandat, de donner à voir les réussites, mais aussi les limites, et donc de faire une transmission éclairée aux futurs élus. Nous devrions aborder, lors de ce débat, les futurs chantiers de notre ville, que ce soit par exemple l'aise en rue ou encore les aménagements des abords des nouveaux moyens de transport, par exemple. Ça sera donc un temps d'expression pour mettre en exergue les attentes, les points de vigilance qui attendent nos futurs collègues. À bien y regarder, ce robe se tient quand il faut, compte tenu une fois de plus des contraintes du calendrier électoral. Dans quel contexte avons-nous élaboré cette maquette budgétaire ? Avant cela, je voudrais rappeler la procédure que nous avons mise en place depuis maintenant une petite dizaine d'années. Chaque direction de secteur, en présence de son directeur ou directrice générale adjoint et des élus concernés, font part des besoins, tant sur le plan pécunier qu'en ressources humaines, nécessaires à leur activité prévisionnelle pour l'année à venir. Ces éléments sont évidemment discutés à l'aune des moyens globaux disponibles, mais aussi en partant du réalisé de l'année précédente et des différentes variations de périmètre attendues pour l'année à venir. Ces temps de conférences budgétaires, bien que chronophages, nous permettent d'avoir une vue d'ensemble des besoins et d'adapter les budgets sectoriels à l'ensemble de nos moyens. Revenons maintenant au contexte plus général qui impacte peu ou prou nos moyens budgétaires. La France, comme l'Europe, traverse une période de ralentissement économique avec une croissance atone, plus 1% en 2026 selon l'INSEE, un chômage reparti à la hausse, plus 7,8% de la population active, et des inégalités sociales qui n'ont jamais été aussi criantes. Les collectivités territoriales, bien que non responsables de la dégradation des comptes publics de la nation, subissent de plein fouet les choix politiques nationaux, baisse des dotations, alourdissement des cotisations sociales ou encore transfert de charges non compensés. La loi de finances 2026 vient d'être actée après le recours devenu hélas habituel de l'article 49.3 et le rejet de 6 motions de censure. Le texte ne satisfait personne, mais accentue les dérives des lois de finances précédentes. Le grand gagnant de cette loi de finances est le complexe militaro-industriel. Le ministère de la Défense voit son budget augmenter de 6,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 13,3%. Il faut ajouter à cela 371 millions d'euros pour la mission sécurité, entendez par là la police et la gendarmerie. Toutes les actions en direction des plus pauvres sont sacrifiées. Les budgets du sport, de la jeunesse et de la vie associative perdent 3 millions d'euros, soit 17,6% de leur budget. Après avoir agité l'espace médiatique pendant des mois, la réforme fiscale permettant de faire payer à un juste niveau les grandes fortunes est jetée aux oubliettes. Au global, cette loi ne règle rien du déficit de l'État, il restera à 5% du PIB, du produit intérieur brut,
Concernant les collectivités territoriales, elle maintient grosso modo un statu quo qui augure mal des temps à venir. À souligner que si facialement il n'y a pas de baisse des ressources, les divers fonds qui soutiennent nos investissements sont réduits à peau de chagrin. À titre d'exemple, le Fonds vert, qui appuie nos investissements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, a vu en 3 ans son budget divisé par 3, passant de 2,4 milliards d'euros à 837,5 millions d'euros. La lutte pour le climat est-elle encore une priorité de nos gouvernants? Signalons enfin que l'État va siphonner 45 millions d'euros sur le fonds que les communes mettent à disposition pour le CNFPT, le Centre de formation des agents territoriaux. Une fois de plus, l'État se comporte comme un voleur de grand chemin. Notre ville est attractive et génère donc des besoins croissants. Montreuil continue d'attirer de nouveaux habitants, 7,1% en 10 ans, avec des besoins accrus en équipements publics, notamment scolaires. Nous avons ouvert 4 groupes scolaires depuis 2020 et un nouveau verra le jour en 2026 dans le Haut-Montreuil, l'école Méliès. Mais ces efforts doivent se poursuivre car si nous notons une stabilisation démographique, celle-ci cache de fortes disparités entre les quartiers. Nos recettes sont dynamiques, mais leur croissance s'infléchisse. Nos recettes de fonctionnement progressent de plus de 2,3% en 2025, portées par une fiscalité locale solide et des subventions en hausse. Cependant, en 2026, cette croissance devrait ralentir, seulement plus 1%, en raison d'une actualisation limitée des valeurs locatives, plus 0,8%, et l'absence de mesures nationales favorables. L'État se désengage de plus en plus, fonds vert, transfert de compétences, par exemple police municipale, puisque la police nationale se dégrade tant en effectifs qu'en action sur le territoire. Nos dépenses sont maîtrisées, mais nous sommes en butte à des pressions structurelles. Nous avons contenu la hausse des dépenses de fonctionnement, plus 0,7% en 2025, malgré l'inflation et l'augmentation des cotisations sociales, comme celle de la CNRACL, la caisse de retraite des agents communaux, qui coûte à notre budget 1,2 million d'euros. En 2026, les dépenses devraient augmenter mécaniquement, plus 3,2%, notamment du fait de la hausse des charges de personnel, le glissement, le GVT, le glissement vieillesse technicité, et des participations obligatoires, notamment la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou encore ce que nous reversons à Est-Ensemble au titre de la fiscalité. Malgré cela, nous devrions maintenir nos capacités d'investissement aux alentours de 40 millions d'euros en réalisant une épargne nette de 6,2 millions d'euros. Concernant la dette de la ville, notre encours de dette a diminué de 13,7 millions d'euros depuis 2015 et notre capacité de désendettement est passée de 17 à 7,3 années. Rappelons que le seuil d'alerte est fixé à 12 ans. Cependant, le risque de remontée des taux d'intérêt ainsi que les incertitudes liées au marché immobilier et plus généralement aux incertitudes économiques nationales doivent nous obliger à être vigilants. En conclusion, je voudrais vous dire que, évidemment, cette présentation est fort lapidaire et non exhaustive. Je vous renvoie à l'excellent rapport qui vous a été transmis et qui sera de même transmis au préfet et au président de l'EPCI Est-Ensemble et qu'il sera mis donc à disposition de la population sur le site Internet. Il est riche d'enseignements généraux, bien sûr, sur notre ville, mais aussi sur l'état des finances dont je viens de vous parler rapidement. Je l'ai dit en introduction, la maquette budgétaire est essentiellement technique, permettant la continuité du service public. Elle permettra à la nouvelle équipe, quel que soit le choix des Montreuillois, d'avoir un cadre pour travailler sereinement dans cette période d'installation qui est toujours source de stress
de questionnement, voire d'inquiétude. Pour les nouveaux arrivants, comme pour les anciens qui prennent de nouvelles fonctions. Le budget primitif pour l'année 2006 sera donc voté en avril. Les grandes questions d'orientation politique seront sûrement redébattues ou débattues à ce moment-là. D'abord, le renouvellement urbain à Lannou et au Morillon, qui vont nécessiter de mobiliser des sommes importantes en investissement. Les marges de manœuvre que nous avons préservées étaient indispensables pour être au rendez-vous du renouvellement urbain, pour lutter contre la fracture territoriale, améliorer l'habitat, offrir des équipements, des services publics de proximité et des espaces publics de qualité à l'épanouissement de chacune et chacun. Le second défi est celui du siècle, adapter notre ville au dérèglement climatique. Les canicules se multiplient, les épisodes de pluie intense ou de sécheresse s'intensifient, les îlots de chaleur urbains fragilisent les plus vulnérables. L'adaptation ne peut pas être une politique d'un seul mandat. Elle doit s'inscrire dans le temps long. Il nous faudra plusieurs décennies pour que nos politiques publiques aient un impact significatif. Végétaliser massivement, désimperméabiliser les sols, rénover énergétiquement les bâtiments publics et privés, transformer les mobilités, créer des îlots de fraîcheur, ces transformations sont indispensables pour préparer la ville à encaisser les chocs à venir. Cela a été dit et rappelé, les prochaines élections municipales auront lieu dans un peu plus de 3 semaines. Or, la loi dit que les villes doivent adopter leur budget primitif avant le 15 avril et que le conseil municipal, qui aura ce budget à son ordre du jour, doit être précédé d'un autre conseil municipal dans lequel se tient le débat d'orientation budgétaire. Vous avez fait le choix que ce débat se tienne ce soir à l'occasion du dernier CM de notre mandature. Pour nous, cela aurait dû être laissé à la future équipe municipale prochainement élue. En effet, c'est elle qui adoptera le budget primitif de la ville pour 2026, et c'est donc elle qui devra, pour que cela fasse sens, débattre de ses orientations budgétaires pour la même période. Ainsi, et dans un souci de cohérence, ne nous exprimerons-nous pas ce soir sur les orientations budgétaires de la ville pour l'année à venir, puisque notre mandat n'aura plus cours d'ici un mois et qu'aucun des élus de notre groupe n'a souhaité se représenter pour un second mandat. Nous tenons simplement à rappeler la lecture qui a été la nôtre ces dernières années des rapports d'orientation budgétaire qui nous ont été présentés et qui tracent tous globalement la même trajectoire. Les finances de la ville vont bien et le budget de fonctionnement présente systématiquement un excédent très conséquent qui est rebasculé sur des investissements. Pour nous, ce transfert entre budget de fonctionnement et budget d'investissement est trop important. Il crée un déséquilibre qui amène que les investissements sont devenus, qui montre que les investissements sont devenus la grande priorité de la ville, avec les conséquences que cela implique. Contraction des dépenses de fonctionnement, limitation de la masse salariale et donc des conditions de travail des agents, ou refus d'élargir le périmètre de certains services publics qui en auraient pourtant bien besoin. Ces éléments d'analyse globaux, mais qui disent la trajectoire choisie jusqu'à présent, restent valides aujourd'hui et nous donnent, selon nous, raison. La prochaine équipe municipale, et à travers elle les Montreuilloises et les Montreuillois appelés aux urnes le mois prochain, devront décider des suites à y donner. Quelle que soit la légalité, effectivement, personne n'avait prévu qu'il pourrait y avoir dans l'idée de quelques équipes municipales qui soient, l'idée de scinder entre 2 mandats l'exercice budgétaire qui veut qu'on commence par un débat d'orientation budgétaire et qu'ensuite on vote le budget. Faire ça en 2 temps par 2 assemblées délibérantes différentes et par des élus différents, c'est complètement contraire à l'esprit de la loi, c'est aberrant, c'est très peu démocratique. Et c'est pour cette raison que, personnellement, je ne voterai pas le rapport d'orientation budgétaire. Je ne serai pas élu dans la prochaine mandature, je ne me vois pas. Ah oui, alors, c'est comme ça. Je ne me vois pas la légitimité de me prononcer sur des orientations budgétaires par rapport à un budget pour lequel je ne serai plus là pour voter. Alors il y a toujours dans toute la première partie qui est sur la présentation un peu du contexte général des trucs un peu bizarres qui font alterner des passages manifestement écrits par un cabinet conseil pas forcément très de gauche et en tout cas assez contre la dépense publique et plutôt libérale, et puis tout ça est entrelardé quand même de prise de position où on reconnaît un peu plus la patte, on peut imaginer, de la majorité municipale sur un certain nombre de choses. Du coup, ça donne des choses parfois un peu étonnantes dans l'enchaînement, mais au final, on s'y retrouve. Bon, comme chaque année, on s'essuie les pieds sur Dominique Voynet. Ça aurait été étonnant que vous ne terminiez pas le mandat en redisant, encore une fois, faussement,
que vous avez récupéré une ville exsangue et que vous avez tout remis d'aplomb. Le cabinet Klopfer a expliqué clairement, et je le redirai encore une fois, que vous avez pris les commandes de cette ville en 2014 et que c'est vous qui avez creusé monumentalement les dépenses en 2014, sachant que en 2014, vous avez fait le budget, enfin vous avez fait un débat d'orientation budgétaire et le vote du budget, et que c'est vraiment 2014 qui a plongé, mis à part le fait en plus que que le périmètre était en train d'évoluer et que c'est le début 2012, 2013, 2014, c'est le début non seulement des rythmes scolaires, enfin du périscolaire, mais en plus des baisses drastiques de dotation globale de fonctionnement. En tout cas, voilà, vous l'avez encore fait, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de prescription pour la mandature Voynet, manifestement pour vous. Ce qu'on constate à la lecture des chiffres que vous donnez, c'est que effectivement sur le mandat qui s'achève, la fiscalité locale malgré la disparition de la taxe d'habitation, a augmenté de plus de 30%. Et les tarifs municipaux, les tarifs des services ont explosé, y compris si on se réfère non pas à 2020 mais à 2021, parce que 2020 effectivement une année un peu particulière, mais même par rapport à 2021, il y a une explosion, sachant que vous avez déjà décidé d'augmenter les tarifs pour encore cette année en septembre, et que donc c'est un peu double peine. En général, on joue soit sur le levier fiscal, soit sur le levier du prix des services municipaux. Vous faites la totale, et effectivement, vous pouvez vous targuer à la fin d'avoir relativement rempli les caisses. Dans ces conditions, et c'est là-dessus que je voudrais insister, pourquoi continuer à finalement avoir une politique vis-à-vis des agents aussi frileuse et aussi, enfin voilà, une politique de rigueur où aucune évolution du régime indemnitaire, aucune évolution en gros de grand-chose, et alors que vous avez quand même récupéré un certain nombre de marges, c'était peut-être l'occasion de permettre certaines évolutions. En parlant de personnel municipal et des agentes et des agents, je voudrais insister à ce stade sur le fait que par contre vous êtes prêt à dépenser beaucoup d'argent pour les traîner en justice, faire traîner pendant des années et des années des contentieux, même quand vous perdez. Et le nombre d'agentes et d'agents en souffrance, en grande difficulté, ou carrément vraiment en grande souffrance, est énorme. Il y a des cas emblématiques, il y a eu des tentatives de suicide, y compris à l'intérieur des locaux municipaux. Je n'insisterai pas plus que ça, mais quand on regarde quand même les noms de famille des personnes qui, depuis des années, se font placardiser, maltraiter, harceler, traîner en justice, ça interroge quand même sur ce qui peut éventuellement en plus y avoir derrière de pratiques discriminatoires. Et c'est... j'avoue que quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, quand c'est 10 fois ou 15 fois, ça finit par être très perturbant. Je vais citer un cas qui est devenu maintenant public et qui est connu, celui de M. Legmizy, enfin l'autre, Legmizy, Salim Legmizy, agent de la ville depuis plus de 35 ans, qui a gravi les échelons dans cette ville, qui était directeur du théâtre Berthelot, qui a été saqué, placardisé, qui est allé...
et qui, depuis des années, est en justice, a gagné au tribunal administratif, a gagné dans la cour administrative d'appel, a gagné 2 fois en cassation contre la ville au Conseil d'État. Cela fait maintenant 1 an et quelques que la ville a été condamnée à verser 50 € d'astreinte par jour tant qu'il n'est pas réintégré. Et la ville continue à payer. Alors elle a arrêté de payer, mais elle s'est pris un rappel à l'ordre par la procureure générale de la Cour des comptes et a fini par s'exécuter. On en est à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur ce seul cas, en frais d'astreinte, en frais de justice, mais vous continuez à payer plutôt que de respecter les décisions de justice, parce qu'il faut écraser, vous ne vous contentez pas de salir les gens, de les maltraiter, il faut les écraser. Et vous fonctionnez comme ça. Il faut aller au bout, du bout, jouer la montre, en espérant que ces gens finissent par s'user et par abandonner face à vous. Traiter des agents et des agentes comme ça, c'est assez... Enfin, c'est très perturbant, surtout quand on se drape dans les discours dans lesquels vous vous drapez. Je terminerai donc en invitant vraiment la future équipe municipale à revoir un certain nombre de politiques, notamment en matière de ressources humaines, en matière salariale, en matière de déprécarisation, en matière de mauvais traitement aux agents. J'inviterai d'ailleurs aussi à vraiment reprendre vraiment profondément la fonction marché et commande publique, parce que le SACOP est dans un état vraiment triste et en grande difficulté. Les réponses qui ont été données à mes questions sur les décisions du maire sur les marchés le soulignent. On est obligé de prolonger les marchés, faute d'avoir pu anticiper, faute de personnel, faute de pouvoir en fait faire fonctionner normalement pour une ville de plus de 110 000 habitants un service comme celui-là. Surveiller bien entendu la communication, hein, dossier majeur et qui, si j'ai bien compris, était tabou pendant les négociations entre les différentes formations de la future majorité probable. Et pour finir, de revoir l'ampleur des délégations qui sont données généralement lors du premier conseil municipal du nouveau mandat au maire. Le conseil municipal, globalement, a été dépossédé de l'essentiel de ses prérogatives par le vote, en fait, au maximum et vraiment dans toute leur ampleur, des délégations possibles à donner au maire, ce qui fait que l'essentiel des vraies grandes décisions, enfin des grosses décisions, que ce soit en matière d'urbanisme, de finances, de marché, sont prises par des décisions du maire et ne passent plus en conseil municipal. Il n'y a plus un marché qui passe en conseil municipal. On peut désormais, avec la M57, faire des virements de crédit de ligne à ligne jusqu'à 7,5 millions d'euros. Les emprunts sont faits par délégation au maire. Franchement, si j'étais un nouvel élu dans la future mandature, je surveillerais ça comme le lait sur le feu, je serais très vigilant et je ne ferais pas forcément totalement confiance à un certain nombre de dirigeants qui se comportent de façon très clanique et très opaque. Je partage ce qui a été dit s'agissant de l'inscription à l'ordre du jour de ce soir, donc de ce rapport sur les orientations budgétaires 2026. Pour ma part, je vais m'attarder à regarder comment, sur le mandat qui s'achève, les recettes de la ville ont évolué. En effet, cette évolution entre les lignes, elle nous apprend beaucoup de choses sur la gestion de la majorité municipale. Arrêtons-nous quelques instants sur l'évolution donc des produits des services. Il s'agit là du prix payé par les Montreuilloises et les Montreuillois depuis 2020. Ces prix n'ont cessé d'augmenter. Chaque année, la majorité vote des augmentations qu'elle peine à justifier réellement. Mais comme nous sommes dans une enceinte où le maire dispose d'une majorité de 51 élus sur les 55 que compte notre Assemblée, on va dire que les choses passent souvent sans avoir même besoin de justification. Pour revenir au prix des services, je note qu'entre 2020 et 2025, les recettes correspondantes à la tarification des services municipaux sont passées de 13,6 millions d'euros en 2020 à 20 millions d'euros en 2025, soit une augmentation de près de 47%.
Quand on sait que le revenu fiscal moyen par habitant de notre ville est de 17 935 €, on mesure combien une telle augmentation est violente et pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Pourtant, avant les élections, vous sembliez conscient du problème du pouvoir d'achat, monsieur le maire. Je me souviens même qu'avec votre majorité, vous aviez fait campagne en 2020 sur la cantine gratuite pour les familles les plus modestes. Non seulement la cantine n'est pas devenue gratuite, mais en plus, ses prix ont augmenté en moyenne de plus de 10% sur ce mandat. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, dit-on. Les augmentations ne s'arrêtent pas là pour les Montreuilloises et les Montreuillois. En effet, la fiscalité locale a connu aussi une augmentation considérable puisqu'on passe de 98 millions d'euros de recettes fiscales en 2020 à 128,8 millions d'euros en 2025. Nul besoin, je crois, de rappeler là encore qu'en 2020, vous aviez pris l'engagement solennel devant les Montreuilloises et les Montreuillois de ne pas augmenter les impôts sur le mandat. Dans les faits, vous avez augmenté les taux par 2 fois, une première en 2022 et une seconde fois en 2024. Au total, c'est 32% d'augmentation des impôts sur le mandat. Là aussi, selon la formule convenue, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les reçoivent. Le niveau des prix et la fiscalité sur notre ville est d'autant plus incompréhensible que le niveau du service public, lui, ne suit pas. En effet, la ville n'a jamais été aussi sale, les trottoirs sont bien souvent en très mauvais état, le personnel communal est en souffrance. De mon point de vue, tout ceci est le reflet d'une mauvaise gestion et d'une conduite hasardeuse des affaires de la ville. Pour illustrer mon propos, je vais donner quelques exemples de cette gestion dispendieuse. La fête de la ville sur 2 jours qui coûte 595 000 €, lorsque l'on ferme un service public pour faire une économie de 200 000 €. Je pourrais aussi citer ce qui se passe en matière de marché public, où des marchés sont reconduits, comme le disait tout à l'heure mon collègue Pierre Serme, de manière surprenante. On a par exemple dans les décisions du maire un marché de juin 2021. Ce marché était supposé durer 1 an avec une possibilité de 3 renouvellements, soit une durée maximale de 4 ans. Ce marché a été prolongé une première fois jusqu'au 31 décembre 2025 et là, on apprend que par décision du maire, il sera prolongé une deuxième fois jusqu'en juin 2026. Pourquoi? Nul ne le sait et en tout état de cause, personne ne nous donne la moindre explication. Les règles de mise en concurrence, la bonne gestion des services publics, tout ça semble être des règles dont l'application est à géométrie variable. Pour aller plus loin sur cette gestion hasardeuse de la ville, je prendrai 2 exemples tirés de la gestion du personnel communal. Tout d'abord, arrêtons-nous sur le cas des ATSEM. J'ai été interpellée par le fait que dans le rapport sur les orientations budgétaires qui nous est présenté ce soir, il est fait état de 131 ATSEM, alors que dans le tableau des effectifs joint au document de séance, il n'y a que 83 postes d'ATSEM budgétés. Lorsque j'ai pointé cet écart, on m'a expliqué en commission de préparation du conseil municipal que cet écart s'expliquait par le fait que 48 agents occupant des fonctions d'ATSEM sont en réalité sur des grades d'agents techniques. En clair, plus de 36% des personnes exerçant le métier d'ATSEM n'ont pas le statut ni les protections qui vont avec ce statut. J'ai vu passer ce matin la manifestation des ATSEM demandant l'ouverture d'un dialogue avec la municipalité et interpellant les habitantes et les habitants sur leurs conditions de travail, pointant les sous-effectifs, expliquant que bien souvent à 3, elles font le travail prévu pour 5, et demandant la reconnaissance de la pénibilité de leur métier et la création d'un pôle de soutien dédié. De la même manière, on pourrait s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la police municipale, où là aussi la dégradation des conditions de travail semble être très problématique. Ils sont actuellement 13 agents au tableau des effectifs. Il n'y a ni poste de directeur, ni poste de chef de service inscrit au budget, ce qui est assez étonnant. Se demander comment est géré ce service au vu de ce qui apparaît au tableau des effectifs est une question tout à fait légitime. En commission, lorsque j'ai soulevé ce point, il m'a été répondu qu'un responsable de service était bien présent à la police municipale, mais il n'avait ni le grade de directeur, ni celui de chef de service. Je crois qu'il n'y a pas qu'en matière de marché que la ville de Montreuil innove, et c'est malheureux. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, attendez, on va le compter. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Merci beaucoup.